pour cette série qui s'appelle Kaléidoscope. Le premier, ce sont le mouvement AI de France et le deuxième, c'est l'association Ameirim et le groupe local des EI en Israël. Donc, nous sommes très contents de vous recevoir à nouveau dans notre salon Zoom et je laisse de suite la parole à Joël. Bon, alors bonsoir tout le monde. Merci aux participants qui acceptent de consacrer un peu de temps à des sujets qui ne sont pas immédiats. Donc, je ne parlerai pas des élections qui ont lieu dans 36 heures en Israël, mais je dirais simplement que les deux sujets très interreliés dont je vais parler, comme par hasard et comme d'habitude dans la plupart des élections, non seulement en Israël mais ailleurs, malgré leur importance, étant des sujets à long terme, ne sont évidemment abordés à peu près par personne, je ne crois pas du tout d'ailleurs, par aucun des partis en lice, ce qui est très regrettable, comme vous pourrez le comprendre au fur et à mesure de ma conférence. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis donc né en 1954, vous ferez le calcul vous-même. J'ai été aux EI actif pendant 15 ans, de 1963 où j'étais louveteau à la Meute Josué à Ségur. Je ne sais pas si elle existe encore. J'ai ensuite été éclaireur à la troupe David, qui était la première troupe des EI. Et puis, après une interruption d'1 an, j'ai été, comme on disait encore à l'époque, chef de meute à Bagneux. J'ai fait un certain nombre de camps de la branche cadette. J'ai été pendant, je crois, 2 ans, avec certains des participants qui m'écoutent ce soir, membre de l'équipe nationale branche cadette, sous l'égide d'abord de Daniel Robinson, ensuite de Yolande. Et puis, en 1978, après mon service militaire, je suis encore une des dernières générations à l'avoir fait en France, à Cherbourg d'ailleurs, ce qui n'est pas sans malice s'agissant d'Israël après. J'ai donc fait mon alia et je suis donc en Israël depuis 43 ans bientôt. Alors, sur le plan des études, ben, je suis ingénieur civil des mines, j'ai aussi une maîtrise de sciences économiques. Et puis, j'ai fait toute ma carrière en Israël, à l'exception de 2 ans et demi, une petite interruption professionnelle en France, de 91 à 93. Et ce qui est le plus, je dirais, approprié pour cette conférence, c'est que j'ai été pendant 13 ans, j'ai travaillé pendant 13 ans à Ormat, qui est la plus grande boîte de clean tech en Israël, la plus ancienne aussi. C'est une boîte d'électricité géothermique principalement, qui d'ailleurs a été fondée par quelqu'un d'origine française, plus ou moins un ancien des arts et métiers, Bronitsky, qui est très connu en Israël. C'est quelqu'un de déjà très âgé maintenant. Et j'ai été l'un des vice-présidents d'Ormat pendant 11 ans. Et en 2014, j'ai fondé ma boîte de conseil. Ma boîte de conseil qui existe jusqu'à présent, qui s'appelle M&S, Management and Sustainability, donc gestion et, si on peut dire, développement durable. Et donc, je m'occupe de ces sujets-là depuis. Voilà. Donc, passons au vif du sujet. Alors, Israël est connu dans le monde, chez les juifs et chez les non-juifs, d'abord, évidemment, à cause des conflits avec les pays musulmans en général et les Palestiniens en particulier. Ensuite, par l'armée et l'industrie militaire qui sont bien connus dans le monde entier. Il m'est arrivé lors de mes voyages exotiques de rencontrer des gens. Enfin, la seule chose qu'ils savaient sur Israël, c'était, à part le fait, lorsqu'ils étaient chrétiens, que Jésus y était né, enfin sur le même territoire, c'est qu'Israël a une armée forte et une industrie militaire forte. C'était en gros la seule chose qu'ils savaient. Les gens qui en savent un petit peu plus savent qu'Israël a une agriculture très avancée, en particulier en ce qui concerne les méthodes d'irrigation et en particulier en zone désertique. Alors, les gens qui ont fait du tourisme en Israël, il y en a quand même pas mal en Europe depuis pas mal d'années, ben, ce qu'ils savent en général d'Israël, c'est le soleil, évidemment, les jolies filles, les lieux saints et le tourisme. Ça aussi, enfin, j'ai connu pas mal de Français et d'autres non-juifs qui sont venus en Israël et c'est en gros ça qu'ils ont retenu. Ces dernières années, disons depuis une vingtaine d'années, Israël est également connu, en tout cas dans les milieux, je dirais, économiques ou techniques, par la high-tech. On sait que la high-tech israélienne est très avancée. Bon, ça c'est assez connu à l'étranger. Et puis on sait aussi qu'il y a un certain nombre de développements israéliens qui sont devenus très connus à l'échelle mondiale. Peut-être le plus connu de tous, c'est Waze, le fameux logiciel donc, de navigation, si on peut dire, de conduite automobile,
qui a été développé en Israël et puis qui a été ensuite racheté par Google. Et puis, depuis l'année dernière, on parle d'Israël beaucoup à cause de ce système de santé, plutôt en bien, puisque, notamment à l'occasion des vaccinations, le système de santé israélien a fait la preuve de son efficacité. Alors, tout ça, ce sont des choses qui sont bien connues. Ce qui est beaucoup moins connu, même chez les Juifs, et j'allais même dire chez les Israéliens, c'est la situation démographique et son évolution, et la situation environnementale, qui sont absolument uniques au monde et qui constituent un défi majeur pour Israël. Et c'est donc de ça que nous allons parler maintenant, pendant le temps très limité que nous avons pour en traiter. Alors d'abord, quelques données, je ne vais pas vous abreuver de quantité énorme de données, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de chiffres qu'il faut connaître. Alors il faut savoir que, bon, d'abord, la surface, la superficie. Alors Israël, dans les frontières internationalement reconnues, c'est 20 700 km². La Cisjordanie, c'est 5 700. Gaza, c'est 375. Le Golan, qui a été annexé par Israël, c'est 1700. Au total, ça fait 28 400 km². Le seul petit problème, c'est que sur les 28 400 km², la partie totalement désertique, ce qui est donc le Negev, fait à peu près 12 000 km². C'est-à-dire que pas loin de la moitié de ce territoire est très difficile à habiter. Enfin, il a quand même été peuplé en partie depuis quelques années, mais ça crée une situation qui n'est pas facile. Et en face de cette superficie extrêmement limitée, eh bien, nous avons une population, et là, il faut évidemment parler à la fois des Juifs et des Arabes, parce que nous sommes tous sur le même territoire, ce qu'on appelle la Palestine historique, du mandat britannique, donc à l'ouest du Jourdain, ou ce qu'on appelle en hébreu souvent entre la mer et le Jourdain. Eh bien, nous avons une population qui est passée depuis 1948, à l'issue de la guerre d'indépendance. Il y avait en Israël, dans les frontières internationalement reconnues, il y avait à peu près 800 000 habitants, 650 000 Juifs et 150 000 Arabes. Et en Cisjordanie et à Gaza, qui à l'époque ont été occupés respectivement par la Jordanie et par l'Égypte, environ 1 million d'Arabes. Donc, fin 48, on avait sur le territoire de la Palestine historique environ 1 800 000 habitants. En 2021, nous avons en Israël 9 millions et demi d'habitants. Il y a des échos. Ça va? Ouais. Nous avons environ 9 millions et demi d'habitants. La proportion d'Arabes, curieusement, et beaucoup de gens ne le savent pas, n'a absolument pas changé depuis 48. On est toujours à peu près à 20%. Donc 7,6 millions de Juifs, 1,9 million d'Arabes. Et en Cisjordanie et à Gaza, les statistiques sont un petit peu moins précises. Mais enfin, en gros, il y a au total 4 millions et demi d'habitants. Ce qui veut dire que sur le territoire de la Palestine historique, nous avons environ 14 millions d'habitants aujourd'hui par rapport à 1,8 million fin 48. Ce qui veut dire que la population sur ce tout petit territoire a été multipliée par 7 en 70 ans. En comparaison, la France, qui était environ à 40 millions d'habitants à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a augmenté de 40%. C'est-à-dire, elle est aujourd'hui à 65 millions environ. C'est la même proportion en Europe en général. Donc, vous pouvez voir que Israël et les Palestiniens ensemble ont véritablement vécu une explosion démographique qui est absolument sans aucune comparaison dans aucun pays développé, quel qu'il soit. Même d'ailleurs dans des pays en voie de développement, on n'a pratiquement aucun cas d'une pareille croissance démographique. La prévision pour 2048, c'est-à-dire lorsqu'Israël aura 100 ans, est d'environ, en Israël, je ne compte pas donc la Cisjordanie et Gaza, est d'environ, selon les projections moyennes, de 15 millions d'habitants. Alors, ce que ça veut dire en termes de densité de population, c'est qu'en 2021, alors qu'en France, on a une densité moyenne de 110 habitants par kilomètre carré, eh bien en Israël, on a en moyenne 450 habitants par kilomètre carré, ce qui fait déjà 4 fois plus que la France.
Au centre d'Israël, ce qu'on appelle en Israël entre Guédéra et Hadera, ou bien Gush Dan, c'est-à-dire tout le secteur le plus peuplé, on a environ 1200 habitants au kilomètre carré. Et le cas évidemment extrême, c'est la zone de Gaza, où on a 5000 habitants au kilomètre carré, ce qui est l'une des densités les plus fortes au monde. Encore une fois, il s'agit de chiffres actuels et de projections moyennes qui sont basés sur le taux de natalité qu'on a en Israël. Alors, il faut savoir qu'en Israël, on a un taux de natalité. Alors, je ne parle que d'Israël, donc proprement dit, pas des territoires palestiniens. On a un taux de natalité qui est exceptionnellement élevé. Vous savez qu'en Europe, c'est depuis déjà une bonne vingtaine d'années, la population ne croît pas, en tout cas la population d'origine ne croît pas, elle augmente uniquement par immigration. Dans certains pays, même, elle diminue, comme en Italie. En France, elle se conserve à peu près. Le nombre d'enfants par femme qu'il faut pour conserver la population, c'est 2,2. En France, en Israël, on est largement au-dessus. On est à, je crois, 3,5. Et ceci après une évolution intéressante, puisque ce qui s'est en fait passé en Israël depuis maintenant une trentaine d'années, c'est que la démographie des Arabes a nettement diminué, à l'exception des Bédouins du Negev. La démographie des religieux, que ce soit les religieux, comme on appelle ça, Kippa Sruga, donc est inférieure à ce qu'elle était dans la génération précédente. Elle a diminué également chez les Haredim, donc chez les religieux orthodoxes. Et fait intéressant, la démographie des laïcs en Israël est une démographie beaucoup plus rapide que dans les pays européens. Elle est donc près de 3 enfants en moyenne par femme. Et je connais personnellement, je suppose que les gens qui m'écoutent et qui habitent en Israël connaissent eux aussi personnellement pas mal de familles laïques où il y a 3 ou 4 enfants. Donc, nous avons une situation démographique tout à fait exceptionnelle qui ne serait pas si problématique si le territoire n'était pas aussi petit. Mais il est extrêmement petit. Tout le monde sait que sur un globe ou sur une carte, c'était la blague qu'on racontait toujours en Israël dans les années 50, à l'époque où on offrait aux enfants des globes comme lampe de bureau. Eh bien, le territoire d'Israël était tellement petit qu'on n'arrivait même pas à y mentionner le mot Israël. Donc voilà la situation démographique. Maintenant, nous allons voir par rapport à cette situation, eh bien, à quelles contraintes naturelles et autres a affaire la population israélienne. Alors, encore une fois, Israël-Palestine, c'est le même territoire sur le plan naturel, bien que des frontières, évidemment, aient été tracées suite à la situation coloniale et ensuite aux guerres. Mais comme nous l'avons dit, la moitié ou presque la moitié du territoire de la Palestine historique est désertique. Le problème, c'est que même la moitié nord, ou un peu plus de la moitié nord, qui n'est pas désertique, a une pluviométrie très faible par rapport à l'Europe, en tout cas, même par rapport à l'Europe du Sud. Et donc, les ressources naturelles d'eau en Israël sont extrêmement limitées. Et au fur et à mesure que le temps passe, elles sont d'autant plus limitées que la population augmente. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a essentiellement le Jourdain, y compris donc le lac de Tibériade et la mer Morte, et on a 2 grands aquifères souterrains, ce qu'on appelle en hébreu aquifère à Chof et aquifère à Har, c'est-à-dire un aquifère qui est relativement proche de la côte méditerranéenne et un qui est plus à l'intérieur, sous la Judée-Samarie, et ils desservent en commun Israël et la Cisjordanie. Bien entendu, ces ressources naturelles d'eau sont absolument insuffisantes pour la population qu'il y a aujourd'hui sur le territoire israélo-palestinien. Alors ça, c'est sur le plan de l'eau. Sur le plan énergétique, selon une blague bien connue, Moïse a vraiment très mal choisi le territoire sur lequel il a emmené les enfants d'Israël, puisqu'il a réussi à trouver à peu près le seul territoire au Moyen-Orient qui n'a absolument pas de pétrole, mais qui n'a pas de charbon non plus. Et la seule ressource naturelle qu'on a trouvée après des années de recherche, et qui, elle, est une ressource significative, mais elle est récente et elle n'est pas très facile à exploiter parce qu'elle est offshore, elle est en Méditerranée, c'est le gaz naturel.
Alors effectivement, le gaz naturel est maintenant exploité à quelques kilomètres de la côte d'Israël en Méditerranée. Ceux qui ont été en Israël ces dernières années ont pu voir la plateforme offshore la plus proche qui se trouve à peu près en face de Hadera à 8 kilomètres de la côte, qui est maintenant exploitée. C'est la seule ressource naturelle d'énergie fossile que nous avons en Israël ou près d'Israël. Ce que par contre Israël a, c'est bien entendu le soleil. Alors ça, tout le monde le sait, il y en a même un petit peu trop, mais le soleil permet d'être exploité pour le chauffage et également pour la production d'électricité. Et là, nous avons un rayonnement solaire qui effectivement est extrêmement puissant en Israël et qui crée un potentiel énergétique très important qui jusqu'à présent n'a pas été suffisamment exploité. J'en parlerai par la suite. Quant au vent, eh bien, en tout cas dans l'état actuel de la technologie des éoliennes, il y a très peu de zones en Israël qui ont des vents suffisamment forts pour pouvoir être exploités pour des éoliennes. On a des vents assez forts. Enfin, pour des éoliennes, il faut normalement au moins 6 km à l'heure de vitesse de vent pendant une bonne partie de l'année. Et ces conditions-là, on ne les a que sur le plateau du Golan, sur certaines collines de la Galilée, par-ci, par-là sur la zone côtière, mais au total, on n'a pas un potentiel très important. Si on compare par exemple à la Grèce, où je suppose que plusieurs d'entre vous ont été, vous voyez énormément d'éoliennes, pour prendre le cas d'un pays méditerranéen qui est assez semblable à Israël par beaucoup de côtés. Donc voilà les ressources naturelles que nous avons. Alors, avec ces ressources-là, on a en plus le tout petit problème de la situation géopolitique d'Israël. Et donc, bien qu'Israël soit en paix formelle, même un peu froide, mais formelle quand même avec l'Égypte depuis 1979, c'est-à-dire depuis maintenant 42 ans, et avec la Jordanie, paix de facto depuis à peu près la même période et paix de jure depuis 1994, eh bien, Israël est une île électrique, ce qui est aussi un cas exceptionnel dans le monde en général, dans le monde développé en particulier. Le réseau électrique israélien ne bénéficie d'aucune réserve extérieure. Donc, contrairement aux pays d'Europe, la France en particulier, qui peut, ou d'Amérique du Nord, qui peuvent, en cas de pic ou en cas d'intempérie, faire appel au réseau des pays voisins, Israël ne peut pas y faire appel. Et ça pose toutes sortes de problèmes, nous allons parler un petit peu. Mais il y a évidemment un problème supplémentaire, c'est qu'Israël est en permanence menacé, et dans certains cas d'ailleurs a été attaqué concrètement par des missiles de tout ordre. Les menaces peuvent venir, sont venues dans le passé, peuvent venir donc du Sinaï, il y a du terrorisme, de Gaza, où nous avons eu encore relativement récemment des attaques de missiles, en tout cas sur toute la zone sud. Du Liban, où nous avons eu la dernière fois des attaques de missiles importantes, c'était en 2006, lors de la deuxième guerre du Liban, et de Syrie, où il y a eu jusqu'à présent relativement peu d'attaques de missiles. Et évidemment, il y a des missiles à longue portée. Nous avons eu en début 91, lors de la première guerre d'Irak, donc comme chacun sait, nous avons eu une centaine de missiles qui sont tombés essentiellement sur la région de Tel Aviv. Et puis l'Iran, évidemment, qui menace, qui n'a pas mis ses menaces à exécution, mais la menace existe. Alors il faut savoir que cette menace-là a des conséquences sur les coûts de l'énergie, parce qu'il faut protéger les centrales électriques beaucoup plus que dans d'autres pays. Et puis ça a une autre conséquence, c'est que l'énergie nucléaire, qui est une énergie qui paradoxalement est devenue très écologique parce qu'elle ne contribue pas à l'effet de serre. Et comme chacun sait, en France, l'énergie nucléaire produit environ 70% de l'électricité. Et bien l'énergie nucléaire en Israël n'existe qu'à titre expérimental et, dit la presse internationale, sur le plan militaire. Mais les différents gouvernements israéliens ont envisagé plusieurs fois, depuis la création d'Israël, d'utiliser l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Et finalement, la décision n'a jamais été prise du fait de la densité de population, parce que toute centrale nucléaire serait forcément très proche de la population. C'était vrai dans les années 50, c'est 10 fois plus vrai aujourd'hui avec la densité de population que nous avons. Ce n'est pas un hasard si la centrale nucléaire de Dimona, qui est bien connue,
se trouve dans une zone de densité de population très faible. Mais si par malheur arrivait un accident ou un bombardement sur une centrale de ce genre, il est évident qu'une catastrophe interviendrait du style Tchernobyl en Union soviétique. Donc, pas d'énergie nucléaire en Israël et je ne sais pas quand un gouvernement osera prendre une décision dans ce sens. En tout cas, il n'en est pas question depuis toujours. Alors, face à ces conditions à la fois démographiques et naturelles et géopolitiques qui sont quand même très complexes, eh bien, l'État d'Israël, dès le début, a eu une politique environnementale qui, à l'époque, dans les années 50 et 60, était très avancée. Et je dirais à une époque où on ne parlait pas beaucoup d'environnement dans le monde entier. Et les exemples qu'on peut citer dans ce domaine-là, enfin les plus célèbres, alors c'est d'abord la politique de Ben Gurion qui a compris qu'on ne pouvait pas également sur le plan stratégique assurer l'avenir d'Israël sans répartir la population sur l'ensemble du territoire minuscule d'Israël. Et ce qui s'est passé pendant les années 50, dans la période de la plus forte immigration, eh bien, le gouvernement israélien a plus ou moins forcé, il faut bien dire la vérité, une grande partie des immigrants à aller s'installer, non pas, comme disait un sketch, au coin de la rue Arlozorov et Dizengoff à Tel Aviv, mais beaucoup plus loin que ça, que ce soit dans le nord, donc en Galilée, jusqu'à Kiryat Shmona, qui est un exemple très célèbre de ville de développement, parce qu'elle est la plus au nord, et jusqu'à le plus au sud, Elat étant un cas un peu particulier, je dirais Beersheva et un certain nombre d'autres villes qui sont pas loin de Beersheva, comme Ofakim, Sderot, Netivot, etc., et Kiryat Gat, et une grande partie des immigrants des années 50 et 60 ne se sont pas vraiment installés, mais ont été installés dans ces villes-là afin de répartir la population. Alors évidemment, au fur et à mesure que le temps passait, une partie des gens qui ont été installés là-bas ont quitté ces villes de développement selon la situation économique. Il y en a qui sont arrivés vers le centre. On en reparlera par la suite. Mais c'est sûr qu'à l'époque, c'était une politique qui avait une justification à la fois, je dirais, économique et stratégique. Le deuxième domaine dont nous avons parlé auparavant, auquel les gouvernements israéliens des années 50 et 60 ont été très sensibles, c'est évidemment la pénurie d'eau. Alors, comme nous l'avons dit, les ressources naturelles d'eau en Israël sont très limitées et quand on se souvient que la population d'Israël est passée entre 1948 et 1951, elle a doublé, donc elle est passée de 800 000 à pratiquement le double, enfin 1,5 million d'habitants, il fallait assurer une distribution d'eau un peu partout. Et il y a eu un grand projet qui est un peu dans le style soviétique, qui s'appelle la Movila Artsi, donc le canal national, projet énorme pour l'époque, que le gouvernement a eu un mal fou à financer d'ailleurs. Et ce projet a été réalisé, il existe toujours, donc un système de canaux a apporté l'eau depuis le lac de Tibériade, avec évidemment des systèmes de filtration, jusqu'au centre du pays. Et si vous vous promenez en Israël, vous voyez à certains endroits, entre le centre et le nord d'Israël, vous voyez des grandes réserves d'eau qui sont des éléments de ce système du Movila Artsi, qui à l'époque a été un petit peu la planche de salut sur le plan des ressources d'eau pour Israël. Un autre point qui a été très développé dès les années 50, et les anciens, enfin les Israéliens qui sont nés à l'époque ont vraiment été soumis à une propagande continuelle sur ce plan-là, c'était de faire des économies d'eau parce qu'on savait que même avec le Movila Artsi, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu chaval al kol tipa. Il serait dommage de gaspiller même une goutte d'eau. Et ce slogan-là, chaval al kol tipa, a été véritablement ressassé, répété par les enseignants du système éducatif en Israël à tous les enfants pendant des années et des années. Je me souviens que
Quand je suis arrivé en 78, c'était encore très présent. Ces dernières années, ça l'est un petit peu moins parce que la situation s'est améliorée. On en reparlera par la suite. Alors, le soleil, comme chacun sait, c'est toujours d'une certaine façon la ressource naturelle principale dont dispose Israël. Et dans les années 50, Ben Gurion lui-même, vraiment en personne, a attribué un budget de recherche-développement pour le développement de l'utilisation de l'énergie solaire. Le laboratoire national de physique a été créé à cette époque-là et une bonne partie des activités du laboratoire national de physique, qui a été créé dans l'enceinte de l'Université de Jérusalem, était consacrée à l'énergie solaire. La société donc, dans laquelle j'ai travaillé pendant 13 ans, Ormat, d'ailleurs, est née à l'origine de la suite de recherche sur l'énergie solaire, parce que son fondateur a travaillé dans ce laboratoire dans les années 50 et a eu l'honneur d'avoir la visite vraiment personnellement de Ben Gurion à l'époque. Ce qui est principalement sorti, je dirais, des recherches du laboratoire national de physique dans les années 50, ce sont les panneaux, les systèmes de chauffage solaire dont nous reparlerons un petit peu plus tard, qui sont dans une large mesure un développement israélien à l'origine. Et puis le dernier aspect qui était très avancé dans les années 50 et 60, et j'allais dire heureusement, vu l'explosion démographique qui a suivi, heureusement que quelqu'un y a pensé à l'époque, eh bien, dès les années 50, un certain nombre de parcs nationaux protégés ont été créés en Israël. Et je dis heureusement parce que, vu l'urbanisation massive qui a eu lieu depuis 40 ans, si ça n'avait pas été fait à l'époque, eh bien, je ne sais pas si aujourd'hui, la superficie qui est relativement importante, qui est accordée à ces parcs nationaux, aurait probablement été en partie utilisée pour des constructions. Et donc, si nous avons aujourd'hui en Israël, malgré tout, une superficie non négligeable de parcs nationaux, eh bien, c'est grâce véritablement à la vision très avancée qu'avait le gouvernement israélien dans les années 50, à une époque d'ailleurs où le ministère de l'Environnement n'existait pas. Alors, par la suite, on a parlé des années 50 et 60, Israël a fait un certain nombre de choses qui étaient assez avancées sur le plan environnemental. Et là, je vous donne une liste, je dirais, assez rapide des principaux domaines dans lesquels Israël s'est distingué sur le plan environnemental. Alors, le succès peut-être le plus important, le plus impressionnant dans le domaine environnemental d'Israël, eh bien, c'est le chauffage solaire de l'eau. Toute personne qui habite ou qui s'est promenée en Israël a vu la quantité de bâtiments qui sont couverts de panneaux solaires pour le chauffage solaire de l'eau. C'est dû au fait qu'en 1979, par une combinaison de circonstances parlementaires qui tenait un peu du miracle, une majorité de députés de tous les partis ont voté une réglementation qui obligeait, à partir donc de 1979, tous les nouveaux bâtiments d'habitation à avoir un chauffage solaire, en tout cas pour les bâtiments ayant au moins 7 étages. Par la suite, cette réglementation a été adaptée. Aujourd'hui, tout bâtiment, quelle que soit sa hauteur ou son nombre d'étages, est obligé d'avoir un chauffage solaire qui est suffisant pour approvisionner les 9 étages supérieurs. Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est que non seulement les bâtiments d'habitation nouveaux ont été équipés de chauffage solaire de l'eau, mais également progressivement les bâtiments plus anciens. Et ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui habitent en Israël se souviennent certainement que dans les années 80, lorsqu'on louait, qu'on achetait un appartement, eh bien, dans l'annonce, il y avait écrit l'appartement comporte un chauffage solaire. À l'époque, c'était encore une nouveauté. Depuis longtemps, ça ne l'est plus. Et aujourd'hui, Israël a le record mondial du pourcentage d'appartements avec chauffage solaire. Donc, au moins 85% des appartements en Israël ont le chauffage solaire. C'est un record mondial que nous détenons avec Chypre. Alors, il faut savoir que ça n'est pas seulement un élément commode de la vie en Israël et qui, j'allais dire, allait de soi vu l'ensoleillement d'Israël.
C'est également ce qui permet au système électrique d'Israël, dont je vous rappelle qu'il s'agit d'une île, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, environ 3% de la consommation d'électricité en Israël est économisée grâce au chauffage solaire de l'eau. Alors 3%, ça vous paraît peut-être peu, mais il faut savoir que vu qu'Israël est une île électrique et vu que les centrales électriques coûtent beaucoup plus cher qu'ailleurs à cause de la protection dont qu'elles sont obligées d'avoir pour des raisons militaires, eh bien, la capacité de production de la totalité des centrales électriques en Israël est à peine au-dessus de la consommation qui augmente de façon galopante d'ailleurs. Les réserves d'électricité dans la moyenne dans les pays européens sont au moins de 10%. En Israël, elles sont de 3-4%. Et donc, on peut dire que finalement, le chauffage solaire de l'eau en Israël, c'est ce qui permet, dans une large mesure, au réseau électrique de tenir le coup pendant les jours de consommation d'électricité maximum qui ont évidemment lieu pendant l'été. Alors, pour vous donner simplement un exemple, ça ne s'est pas produit heureusement depuis, je crois, 5 ans. Il y a 5 ou 6 ans, il y a eu un été israélien chaud comme d'habitude, pendant lequel malheureusement une des grosses turbines de la société d'électricité est tombée en panne et pendant quelques jours, il y a eu toute une zone en Israël qui a été en panne d'électricité, ce qui montrait à quel point le système électrique était fragile. Bon, depuis, il y a une réserve qui a un peu augmenté, mais encore une fois, le chauffage de l'eau, en fait, augmente cette réserve et c'est une très bonne chose. Le deuxième domaine dans lequel Israël se distingue, et ça, c'est pas non plus forcément très connu à l'étranger, eh bien, c'est une augmentation unique au monde des ressources d'eau de façon artificielle par 2 moyens. Le premier moyen, c'est le recyclage des eaux usées. 80% des eaux usées en Israël, c'est un record mondial, sont réutilisées. La plupart des eaux usées sont réutilisées pour l'agriculture et pour l'industrie. Une partie sont filtrées de façon plus fine et peuvent être utilisées également pour l'eau qui arrive dans le robinet des gens à la maison et qui peut être bu. En tout cas, il s'agit d'un pourcentage exceptionnel. C'est un effort de très longue haleine qui a été fait par les autorités israéliennes et qui, effectivement, est absolument remarquable. Et le deuxième point, vu que les ressources d'eau, donc même si on les réutilise, sont très limitées, eh bien Israël a mis le paquet à partir des années 80 sur la désalination de l'eau de mer. Si ça n'a pas changé, la plus grande usine de désalination de l'eau de mer est en Israël. En tout cas, si ce n'est pas la plus grande, c'est encore l'une des plus grandes au monde. Et aujourd'hui, Israël est très bien équipé en matière de désalination. Et donc, je dirais que, en tout cas au jour d'aujourd'hui, en 2021, il n'y a pas de problème immédiat de manque d'eau en Israël proprement dit. Il y en a à Gaza, par exemple, mais il n'y en a pas en Israël même. Par contre, il est évident qu'il faudra augmenter les usines de désalination si on veut arriver à assurer un approvisionnement en eau suffisant pour la population qui, comme je vous l'ai dit au départ, va encore considérablement augmenter entre maintenant et 2050. Le troisième point que l'on peut souligner, eh bien, c'est que la production due à la pollution due à la production d'électricité a été nettement diminuée depuis maintenant une vingtaine d'années, puisque les centrales électriques qui fonctionnaient qui fonctionnaient à 90% sur le charbon et à 10% sur le mazout, fonctionnent maintenant. Le mazout a été pratiquement complètement éliminé et aujourd'hui on a une production d'électricité en Israël qui est en gros moitié-moitié charbon et gaz naturel. Alors le gaz naturel, ça a commencé avant les découvertes du gaz en offshore, parce qu'il y avait du gaz aussi dans le Sinaï. Aujourd'hui, bien sûr, le fait qu'Israël peut exploiter le gaz naturel en offshore, évidemment, aide beaucoup. Le dilemme, je dirais, des dirigeants de la société d'électricité, donc Khavat HaKhashmal, c'est que d'un côté, il y a la tentation d'utiliser le gaz naturel qui est nettement moins polluant que le charbon, mais les réserves sont par définition limitées. Si Israël devait faire appel
à des réserves de gaz naturel hors d'Israël, eh bien, on serait dépendant de pays qui, pour une grande partie, ne sont pas forcément des grands amis d'Israël, alors que les réserves de charbon sont réparties dans le monde entier et il y a beaucoup de pays avec lesquels Israël n'a aucun problème, en Europe en particulier, qui ont d'énormes réserves de charbon. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent en tout cas, la société d'électricité n'a pas mis, si je puis dire, tous les œufs dans le même panier et reste pour le moment à peu près sur une répartition moitié-moitié entre le gaz naturel et le charbon. Il y a un tout petit pourcentage avec les énergies renouvelables. On en parlera au prochain slide. Alors, Israël a aussi, ça c'est évidemment plus récent, donc il s'agit en gros des 30 dernières années. Israël a une recherche-développement dans le domaine environnemental qui est importante, qui est significative au plan mondial. D'une certaine façon, d'ailleurs, nul n'est prophète dans son pays. Une bonne partie des développements israéliens dans le domaine environnemental sont utilisés principalement à l'étranger et pas en Israël même. Alors, ce qui est quand même utilisé en Israël, c'est la désalination de l'eau de mer, donc on en a parlé. C'est l'irrigation goutte à goutte, qui est une invention israélienne qui a été maintenant très largement diffusée dans le monde. Il y a une société d'origine kibboutzik, d'ailleurs, Netafim, je ne sais plus si elle est toujours la plus grande société au monde, mais en tout cas, elle était la première grande société au monde. Dans le domaine de l'électricité géothermique, donc Ormat, où j'ai travaillé, il n'y a pas de géothermie pratiquement en Israël, donc Ormat qui est l'une des 3 principales sociétés d'électricité géothermique dans le monde. Et puis, depuis une vingtaine d'années, étant donné que le high-tech, et le high-tech, ça veut dire électronique et logiciel essentiellement, est très développé en Israël, eh bien, il s'est appliqué également au système de commande et d'économie des centrales et des réseaux électriques. Et nous avons en Israël plusieurs dizaines de startups qui sont dans ces domaines-là. Au total, les produits israéliens dans tous ces domaines-là sont vendus mondialement, y compris, dans certains cas ouvertement, aux pays musulmans. Mais même à l'époque où Israël n'avait pas de relation, je dirais, ouverte avec un certain nombre de pays musulmans, eh bien, les produits israéliens y arrivaient quand même. Et les clients savaient très bien, d'ailleurs, que ça venait d'Israël, même lorsque les brochures étaient en anglais. Et le dernier point qu'on peut souligner, et qui lui est beaucoup plus récent, le ministère de l'Environnement en Israël a été créé un peu par hasard et en fait pour donner un poste à un politicien, c'était Ronnie Milo qui a été ensuite maire de Tel Aviv, a été créé beaucoup plus tard qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Il a été créé en 89, donc à peu près 20 ans après l'Europe et les États-Unis. Mais c'est un ministère qui malheureusement souffre de pénurie budgétaire permanente. Mais malgré tout, les municipalités, les universités et l'armée, qui souvent en Israël donnent exemple dans tous les domaines, ont fait un certain nombre de choses dans le domaine environnemental qui sont significatives. Alors, le traitement des déchets, traitement veut dire aussi sélection. Dans le domaine de l'éclairage et de la climatisation, donc passage à des systèmes beaucoup plus efficaces, qu'il s'agisse donc de LED dans le domaine de l'éclairage et de tous les systèmes de climatisation. Comme chacun sait, la climatisation est très développée en Israël et comme elle consomme une grande partie de l'électricité, eh bien, ça a poussé évidemment les acteurs économiques à essayer d'économiser et il y a en Israël toutes sortes de systèmes de commande de la climatisation qui permettent d'économiser beaucoup d'électricité dans ce domaine-là. Un domaine dont je m'occupe personnellement dans ma société de conseil qui a un avenir très important dans le monde entier et en Israël en particulier, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle les bâtiments verts, enfin traduction approximative en français de ce qu'on appelle en anglais sustainable ou green building. Les espaces verts qui malheureusement, vu l'espace en général, ne sont pas très importants. Les pistes cyclables, alors ceux qui ont été à Tel Aviv ces derniers temps ont pu constater qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de pistes cyclables à Tel Aviv et dans quelques autres villes israéliennes qu'il n'y en avait autrefois. Et puis l'éducation écologique, donc maintenant les cours d'environnement ont lieu dès l'école primaire et un effort très important a été fait par le système éducatif au niveau des écoliers, des collégiens, des lycéens, des étudiants. Il y a maintenant un certain nombre de diplômes universitaires dans le domaine de l'environnement et des cours qui sont pris
par des étudiants d'autres domaines, enfin en géographie, chez les ingénieurs, etc. Et l'armée, je peux en témoigner parce que j'ai été un des conseillers écologiques de l'armée de l'air pendant un certain nombre d'années. Donc l'armée a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'éduquer les soldats et les officiers, les jeunes, donc depuis maintenant 20 ans, dans le domaine de l'environnement. Je vois que le temps passe, donc j'accélère un petit peu. Alors, malgré tout ce qui a été fait, Israël est encore très loin de ce qu'on appelle maintenant le développement durable. Et ceci parce que l'État, quel que soit le gouvernement en place, en fait, a toujours manqué d'une politique globale cohérente, suivie, dans les domaines qui sont très interreliés, de l'aménagement du territoire, des transports et de l'énergie. Et le résultat, c'est que on a une concentration croissante de la vie économique, donc de la population, dans la région centrale autour de Tel Aviv, donc Guédera, Hadera, d'où une énorme pression sur les espaces verts, sur la construction générale, sur la circulation. Depuis quelques jours, suite à la réduction presque totale du confinement en Israël, eh bien, nous avons retrouvé les bouchons que nous sommes bien habitués à avoir dans la région de Tel Aviv et qui ne sont pas inférieurs à ceux qu'on peut avoir à Paris ou dans d'autres mégapoles à l'étranger. Il y a en Israël une insuffisance notoire du réseau ferroviaire, aussi bien urbain qu'interurbain. Une grande partie de cette insuffisance a été comblée depuis une quinzaine d'années grâce à un budget pluriannuel qui a été alloué par Sharon lorsqu'il était Premier ministre. C'est un peu l'héritage environnemental qu'il a laissé. Mais comme malgré tout, les trains sont encore très insuffisants, les trains, les métros, sont très insuffisants en Israël, eh bien, la voiture individuelle est encore utilisée beaucoup plus que dans d'autres pays développés, d'où bouchons permanents, d'où pollution. Et c'est en fait un peu un cercle vicieux, puisque du fait des énormes bouchons qu'il y a autour de Tel Aviv, beaucoup de gens cherchent à habiter à tout prix le plus près possible de Tel Aviv, bien que le prix des logements soit très supérieur, afin d'avoir le moins de temps de transport possible pour aller au travail. Et puis, dans ce domaine dont je m'occupe, un énorme retard dans la mise en œuvre des économies d'énergie et des énergies renouvelables par rapport aux objectifs adoptés par le gouvernement israélien depuis des années, suite à l'adhésion d'Israël à l'OCDE et à l'accord de Paris sur le climat. Et à ce jour, j'ai un peu honte de le dire, les énergies renouvelables, qui sont essentiellement le solaire photovoltaïque, ne fournissent que 4% de la production d'électricité en Israël, malgré le soleil extraordinaire que nous avons. Donc, une seconde. Oui, Jean-Charles? Oui. Ok, non, pardon, c'était un téléphone qui n'avait rien à voir. C'était un coup de téléphone automatique de propagande électorale. Donc, il y en a quelques-uns en ce moment. Il y en a quelques-uns. Oui, absolument. C'est pas très écologique. Non, c'est pas très écologique. Et j'ai cru, vu le début du numéro, que c'était le tien, mais ça n'était pas le tien. Donc, dans le domaine solaire, Israël aurait dû faire beaucoup plus. Et la raison pour laquelle Israël n'a pas fait plus, c'est parce que la réglementation qui devait encourager le solaire en Israël est une réglementation qui, en fait, n'a pas arrêté de changer depuis maintenant 12 ans. Enfin, je connais le sujet de très près parce que je m'en occupe. Et malheureusement, je dirais que d'une certaine façon, les gouvernements israéliens successifs ont largement gêné le développement du solaire en Israël. Maintenant, les objectifs gouvernementaux officiels sont d'essayer d'arriver en 2030 à 30% d'électricité d'origine solaire. Je n'y crois pas beaucoup. Vu le retard énorme que nous avons pris, je dirais que si en 2030, c'est dans 9 ans, nous arrivons à 15%, eh bien, ce sera déjà très bien. Alors, je conclurai avant les questions par en fait quelques questions critiques pour l'avenir d'Israël, puisque nous avons la combinaison d'une démographie galopante, d'une superficie très petite et d'un environnement qui n'est pas facile, à cause des conditions naturelles, des conditions géopolitiques aussi.
et des ressources naturelles très limitées. Alors, d'abord, nous avons depuis plus de 25 ans une croissance démographique en Israël qui n'est pas due à la migration. L'immigration en Israël est devenue, depuis la fin de l'immigration russe ou ex-soviétique importante, est devenue très marginale en Israël. La croissance démographique d'Israël depuis 25 ans, pratiquement depuis une génération, est due essentiellement à un taux de natalité qui est exceptionnellement élevé, nous l'avons dit, par rapport aux pays développés. Donc, taux de natalité qui a nettement baissé chez les Arabes. C'est la raison pour laquelle ils ne sont encore que 20% de la population, comme en 48, sauf chez les Bédouins du Negev, dont certains sont mariés même avec plusieurs femmes. Et chez les religieuses, également, le nombre d'enfants a beaucoup diminué, sauf chez une partie des Haredim, pas tous. Même chez les Haredim, les familles de 8-10 enfants sont beaucoup plus rares aujourd'hui qu'elles n'étaient. Et par contre, donc, un taux de fécondité moyen qui a augmenté nettement chez les laïcs. Et alors, on arrive en fait à deux questions dont les réponses ne sont pas faciles du tout. Si la perspective de 15 millions d'habitants en 2050 est inévitable, comme elle le semble aujourd'hui, si on prend, je dirais, la croissance moyenne qui est prévue, comment assurer un environnement pas seulement viable, mais vivable? Que faut-il faire pour transférer des activités et la population vers la périphérie? Aujourd'hui, forcer le transfert de population vers la périphérie, comme ça a été fait dans les années 50, n'est plus possible. Ça ne peut être fait que par des mesures d'encouragement économique. Alors, l'armée donne l'exemple. Il y a beaucoup de bases de bases militaires importantes qui étaient dans le centre du pays, qui ont été transférées vers le Negev. Mais ce que l'armée peut faire de façon hiérarchique, je dirais coercitive, le gouvernement dans le domaine civil ne peut pas le faire. Donc, il y a là un sujet très, très complexe. Le deuxième sujet qui, paradoxalement, devrait fournir une partie de la solution, c'est le télétravail. Et là, je dirais que l'épidémie du Covid-19, comme on dit en France, du corona, a énormément développé depuis 1 an le télétravail. Et il est certain que ça restera, peut-être pas au même degré, mais le télétravail devrait permettre de répartir plus facilement la population et d'éviter les problèmes de bouchons qu'ont beaucoup de gens pour aller au travail. Ça, c'est une tendance mondiale. Je dirais qu'en Israël, elle est d'autant plus importante vu les énormes problèmes de circulation que nous avons. Et puis le dernier point, qui cette dernière année n'a évidemment pas très bien marché parce que les transports publics, pour des raisons de contamination, ont été très limités. C'est les transports publics, je dirais, dès qu'on arrivera de nouveau à une situation normale en termes de virus, eh bien, il faudra bien revenir à un développement important des transports publics. Et dans ce domaine-là, comme je l'ai dit, Israël a un énorme retard et il faut espérer qu'il sera comblé plus vite que ça n'a été le cas jusqu'à présent. Alors ça, c'est d'un côté, si on admet la contrainte des 15 millions d'habitants en 2050, qu'est-ce qu'on fait pour leur assurer un environnement vivable? Mais je poserai pour terminer une question qui est un peu de la provocation, et qui est de la provocation à la fois par rapport aux principes religieux, pro urvu, croisés multipliés, et aux principes sionistes, puisque Israël a été créé pour accueillir théoriquement la totalité des Juifs du monde, en tout cas des Juifs du monde qu'ils souhaitent. Et la question que posent un certain nombre de spécialistes de la démographie et de l'environnement en Israël, c'est peut-être que malheureusement, nous n'aurons pas la possibilité d'assurer à temps un environnement vivable. Et dans ce cas-là, que faudra-t-il faire pour limiter le nombre d'enfants et ou l'alia? Alors bien sûr, personne n'ose envisager une politique à la chinoise d'obliger les familles à n'avoir qu'un seul enfant. Ça poserait d'ailleurs un autre genre de problème, les problèmes des retraites, etc. Israël peut-il se permettre de remettre en cause la loi du retour? Eh bien, c'est sur ces deux questions que je termine ce petit speech et la parole est aux questions. Merci beaucoup, Joël. Je crois que c'était un tour de force d'arriver en une cinquantaine de minutes, un peu moins peut-être, de présenter toutes ces questions. Je crois que les éléments sont sur la table et nous permettent à la fois de réfléchir et d'essayer de penser. Alors,
si tu pouvais d'ailleurs, sauf si tu dois en avoir besoin encore une fois, arrêter la Oui, ben, je vais l'arrêter. Non, non. partage du document, Ok, ok, qu'on te voit mieux, parce qu'il y absolument. a Voilà. Rosie qui se plaint qu'on ne voit pas ton menton. Alors, s'il te Ah, plaît, alors je vais essayer. voilà. Il a rien de spécial, mais enfin. Voilà, mais voilà, on veut voir ta tête, enfin, ton crâne et ton menton à la fois. Voilà, D'accord. on a Je ne déjà sais pas. répondu J'allais à dire l'une que des demandes. je ne sais pas lequel est plus dégarni, mais enfin, on fera avec. On a déjà répondu à l'une de tes demandes. Alors, par Voilà. rapport à l'un des points, et Jean nous dit, pour augmenter la désalinisation, il faut augmenter la production d'électricité. Alors c'est vrai, mais c'est évidemment une question de priorité. On peut pas vivre, enfin, on peut certainement pas vivre sans eau, et de nos jours, on ne peut pas vivre sans électricité non plus. Évidemment, encore une fois, s'il y avait une politique coordonnée, eh bien, ce qui n'a pas été tellement le cas jusqu'à présent, eh bien, il faudrait, je dirais, augmenter les ressources d'électricité, en particulier grâce aux énergies renouvelables, en même temps que les usines de désalination. C'est ce qu'il faudra faire probablement. C'est probablement ça la solution. Mais c'est sûr que, encore une fois, on a pour le moment une réserve d'eau qui n'est pas mauvaise. Mais encore une fois, c'est une réserve à court terme. Il va falloir l'augmenter vu la croissance démographique. Et pour le faire, c'est vrai, il faudra augmenter la production d'électricité. Très bien. Alors, comme nous sommes ce soir en famille, j'ai réactivé le micro pour ceux qui voudraient poser des questions directement. Claude demande, quid des projets concernant la mer Morte aujourd'hui? Alors, oui, alors la mer Morte, alors il y a des tas de projets au cours des années ont été faits concernant la mer Morte, qui est à la fois un site écologiquement parlant unique au monde, tout le monde le sait, qui a été très abîmé par Israël, et en particulier par une société gouvernementale qui ensuite a été privatisée, qui est Khil, enfin Chimikalim d'Israël, qui ont surexploité les phosphates dans la mer Morte. Et tout le monde sait que la mer Morte aujourd'hui a beaucoup moins d'eau qu'elle n'en avait autrefois, et c'est dû à la fois à la surexploitation et également au manque d'eau venant du Jourdain. Alors, la mer Morte appartient en commun à Israël et à la Jordanie, et là je dirais que c'est une chance puisque nous sommes en paix avec la Jordanie. De façon assez paradoxale, et justement cette dernière année, il y a eu pas mal de négociations en sous-main. Enfin, on n'en a pas beaucoup parlé parce que le Covid a beaucoup plus occupé l'actualité. Mais il y a toutes sortes de projets communs qui ont été envisagés depuis longtemps, puisque le traité de paix date de 1994, de projets communs qui ont été envisagés pour essayer d'avoir une meilleure utilisation de la mer Morte en commun par Israël et la Jordanie. Le projet le plus important, qui est un projet grandiose et qui pose d'ailleurs des questions écologiques pas simples, c'est le projet du canal mer Morte, mer Rouge, qui aurait l'énorme avantage d'être à la fois, de permettre à la fois de réalimenter en eau la mer Morte, hein, qui, je le rappelle, est à moins 400 mètres environ d'altitude, et également de profiter de la dénivellation pour fabriquer de l'électricité. Alors, c'est un projet qui exige un financement international gigantesque. Je ne crois pas qu'Israël et la Jordanie puissent assurer ce financement tout seuls. Et puis, il peut avoir des conséquences écologiques qui ne sont pas totalement connues. Je rappelle que dans les années 60, je rappelle le cas très connu du barrage d'Assouan en Égypte, qui a posé des tas de problèmes écologiques à l'Égypte et à ses voisins. Et donc, il y a énormément d'hésitation dans ce domaine-là. Et puis, pour le moment, c'est de toute façon l'argent qui, je dirais, fait défaut. Ça aura peut-être lieu. En attendant, je pense qu'il y aura des projets moins importants qui se feront autour de l'utilisation de l'eau disponible de la mer Morte. Et encore une fois, à supposer qu'on arrivera à réalimenter en eau comme il faut le Jourdain. On a une très bonne pluviométrie en Israël l'année dernière qui a rempli en gros les caisses du lac de Tibériade, mais chacun sait qu'en Israël, en particulier à cause du changement climatique,
nous avons une bonne année de pluie à peu près tous les 10 ans, et ce n'est pas suffisant pour assurer la quantité d'eau qu'il faudrait pour remplir de nouveau la mer Morte. Donc le problème n'est pas simple. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais en profiter. Tu as abordé un sujet un petit peu épineux, puisque la gloire, l'une des gloires d'Israël en ce moment, ce n'est pas uniquement les fameuses start-up, et puis surtout le traitement de ce fameux virus. On en parle beaucoup. Il paraît que la cote d'Israël monte dans le monde. Profitons-en, profitons-en. Ouais. Mais la question, c'est de dire que, alors qu'en Europe, on est plutôt entre 1,4 et 1,7 en ce qui concerne du nombre d'enfants par femme. En Israël, comme tu l'as dit, y compris dans les familles non religieuses, on est à 3, 3,5, voire plus. Et donc la question, tu as annoncé cette projection qui annonce 15 millions de personnes en 2050. Ouais. J'avais lu dans le même article, dans un article qui parlait de cela, que vers 2100, il y aurait à peu près 20 millions de personnes en Israël. Donc, Oui. visiblement, entre les mères juives et les organisations sionistes, ils ont décidé de ne pas t'écouter et de continuer à remplir le pays. Surtout les mères juives, surtout les mères juives. Surtout les mères juives. Ouais. Mais en tout cas, non, je dis aussi les sionistes, parce qu'il est évident que si l'on prend par exemple les dernières décisions reconnaissant toutes les formes de conversion, il est sûr qu'un certain nombre d'Israéliens nouveaux vont aussi arriver. C'était l'un des arguments d'ailleurs de ceux qui pensent qu'il faut remplir, qu'on peut encore faire venir beaucoup de gens dans ce pays. Il y a dans la tradition talmudique une règle qui était que quand, puisqu'on approche de la fête de Pessah, et donc on sait que quand le peuple montait pour les fêtes de pèlerinage au temple, eh bien, on était serré quand nous étions tous debout au temple, mais quand on s'allongeait, il y avait de la place pour tout le monde. Alors, y aura-t-il de la place pour tout le monde en 2050 ou en 2100? Effectivement, question très difficile. Alors, je voudrais, sans faire de mauvais esprit et sans, j'allais dire, connotation de caractère électoral, je voudrais simplement rappeler, quand même à tout le monde, que au cours de l'année qui vient de s'écouler, un des points les plus controversés du traitement du Covid en Israël, ça a été les quartiers ultra-religieux et Bnei Brak en particulier. Et on a pu voir à quel point il était difficile d'arrêter l'épidémie, surtout à Bnei Brak, enfin dans une ville qu'une partie d'entre nous connaissent très bien, où la concentration de population est absolument gigantesque. Et il est évident que même si les mesures gouvernementales avaient été appliquées là-bas, et comme chacun sait, elles ne l'ont été que très partiellement, objectivement parlant, la concentration de population a posé un problème énorme de contamination ça montre bien ce qui pourrait arriver dans le domaine de la qualité de la vie et, je vais dire, chas v'chalila, si il y avait une nouvelle épidémie dans l'avenir, dans pas mal d'endroits en Israël et pas seulement dans des villes harédites. Donc là, effectivement, il y a un sujet très épineux qui, encore une fois, est en contradiction avec le pour vous, qui est commun aux trois religions monothéistes et même à d'autres. Et là, je dirais que l'autorégulation des naissances qui a eu lieu depuis une génération dans les familles, dans la plupart des familles religieuses, sauf dans un secteur limité, je dirais, des Haredim, et donc même chez les Arabes, cette autorégulation, encore une fois, n'est pas suffisante pour faire plier la courbe démographique, puisque 15 millions d'habitants en 2048 pour les 100 ans d'Israël, c'est énorme, surtout si la répartition de la population ne se fait pas d'ici là. Alors, Claude voulait poser une question. En somme, l'agence juive, c'est un danger pour Israël, quoi. Ah, alors, bon, je m'attendais à ce qu'il y ait une question de provocation. Je ne suis pas étonné que Claude la pose, et je ne suis pas étonné qu'il la pose parce que Jean-Charles est l'animateur. Alors,
étant Ouais, donné pas du tout. non. La chance de Claude et de Jean-Charles encore plus, c'est que nous sommes à un âge où nos problèmes d'emploi à l'agence juive se résoudront probablement avant que l'agence juive soit obligée de limiter l'immigration. Mais il y a un problème certain. Enfin, je veux dire, on peut pas le nier, mais le problème, il n'est pas uniquement israélien. Tout le monde sait que dans des pays comme Singapour, Hong Kong, Taïwan, je ne sais pas trop où, de ce genre-là, ils ont aussi des problèmes de démographie galopante, enfin qu'ils ont arrêté plus ou moins sur des territoires très petits. Donc, ça n'est pas uniquement israélien, mais c'est vrai qu'on a ici en plus le facteur immigration qui joue. C'est vrai. Merci. Merci, Claude. Pourquoi, à ce point-là, les partis politiques ne parlent pas de la question environnementale? D'abord parce que les politiciens dans les pays démocratiques qui sont soumis à des élections fréquentes, et dans le cas d'Israël, comme chacun sait depuis 2 ans, ces élections qui sont très fréquentes, les politiciens, ce qui les intéresse, ce sont les sujets à court terme, et il ne faut surtout pas s'occuper de sujets dans lesquels le succès est à long terme. Ça, c'est bien connu, enfin, c'est une vérité universelle, ce n'est pas vrai seulement en Israël. Pour avoir un succès dans le domaine de l'aménagement du territoire ou de l'environnement, ça prend en général des années, ça prend beaucoup plus d'années que la durée d'un mandat parlementaire normal. Je ne parle pas de ce qui s'est passé à la Knesset depuis 1 an, évidemment, mais même sur un mandat parlementaire de 4 ou 5 ans, en général, on ne voit les fruits d'une bonne politique que beaucoup plus tard. De ce point de vue-là, je dirais que le chef de gouvernement israélien, qui a probablement été indirectement le plus environnemental, c'était Sharon, mais enfin, je dirais qu'à l'âge qu'il avait, il pouvait se permettre. Il avait déjà sa carrière derrière lui. Et il a donc pris cette mesure, j'allais dire Dieu merci. Il avait aussi la capacité politique de la faire passer. Et il a dégagé un budget de 40 milliards, budget pluriannuel de 40 milliards de shekels pour le développement du réseau ferroviaire. J'allais dire, heureusement qu'il a eu le temps de le faire avant sa fameuse attaque cérébrale. Si lui ne l'avait pas fait, je ne sais pas si un autre chef de gouvernement aurait eu le courage politique de le faire ou la capacité politique de le faire. Le ministère de l'Environnement, je l'ai dit auparavant, est un ministère qui a été créé très tard en Israël. Il a été créé au départ, l'histoire est absolument authentique, parce qu'on n'avait pas de poste à donner à Ronnie Milo, qui était à l'époque un des jeunes du Likoud, et on ne peut pas lui donner un des postes principaux. Et Yitzhak Shamir voulait absolument lui donner quelque chose parce que c'était un de ses lieutenants. C'est comme ça que le ministère de l'Environnement a été créé. Enfin, j'ai bien connu, à l'époque où j'étais au MAT, les premiers hauts fonctionnaires de l'environnement. À ce jour, le ministère de l'Environnement en Israël, contrairement à ce qui se passe en Europe et même aux États-Unis avec la EPA, est un ministère que la plupart des politiciens ne veulent pas avoir parce que c'est un ministère avec un très petit budget et qui en fait n'est généralement qu'un tremplin pour aller ailleurs. Et presque la totalité presque des ministres de l'Environnement n'y ont fait qu'un passage rapide en essayant de s'en débarrasser le plus rapidement possible pour aller ailleurs. Bon, c'est ça le problème. Il y a un deuxième problème en Israël aussi, c'est que contrairement à une bonne partie des autres pays, d'Europe en particulier, si on voulait vraiment que le ministère de l'Environnement ait du poids, il faudrait en fait le fusionner avec le ministère de l'Énergie au moins, et peut-être le ministère des Infrastructures. Et à ce moment-là, on pourrait régler de façon globale les problèmes d'aménagement du territoire et de l'environnement qui sont en fait très reliés. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Mais le problème, avec le système électoral que nous avons en Israël, c'est qu'on essaie de donner le plus de postes possible aux politiciens, et à partir du moment où on fusionnerait ces 2 ministères, eh bien, il n'y aurait plus qu'un seul poste de ministre. Donc, ce n'est pas demain la veille. On revient aux questions fondamentales, le nombre de ministres. Absolument. Voilà. Alors, je guette pour savoir si certains ont des questions à poser ou veulent la poser en direct. Jocelyne nous écrit dans le chat, tu dois pouvoir le lire aussi. Oui. Qu'est-ce qu'elle écrit Elle écrit elle écrit en hébreu Luchot Cellularim. Donc oui, les panneaux solaires, oui. Non, Cellularim, Ah, oui, cellularim. Non, oui. solarim ou cellularim?
Solari, Mani Rochelle, si on parle de Oui, ça je pense aujourd'hui. aussi. Oui. Vas-y. Il y a les antennes cellulaires et il y a les panneaux Voilà, solaires. c'est ça. Il y a les panneaux solaires et les antennes cellulaires. Voilà, c'est pas la même chose. Hein. Exact. Alors, il y a des discussions sur les deux. Alors, c'est vrai qu'il y a. Alors, panneaux solaires. Elle Alors, panneaux précise que c'est solaires. Voilà, panneaux voilà. solaires. Alors, d'abord, ne pas faire de confusion, que beaucoup de gens font quand ils ne sont pas proches du domaine. Il y a les panneaux solaires pour le chauffage de l'eau, c'est ce qu'on voit sur les habitations, qui servent à chauffer de l'eau, qui ne fabriquent absolument pas d'électricité. Donc, c'est la transmission de chaleur depuis le panneau jusqu'au robinet, si je puis dire. Donc, c'est ce qu'on a en Israël et c'est très bien. Et puis, il y a les panneaux solaires qui servent à fabriquer l'électricité par l'effet photoélectrique, qui a valu à Einstein le prix Nobel. La plupart des gens ne savent pas que Einstein a eu son prix Nobel pour l'effet photoélectrique et pas pour la théorie de la relativité. Et c'est ce qui a été utilisé par le laboratoire national de physique israélien dans les années 50 pour donc créer les panneaux solaires industriels. Voilà. Et ensuite les panneaux pour la fabrication d'électricité. Donc, les panneaux solaires pour la fabrication d'électricité, donc ce qu'on appelle le PV, le photovoltaïque. Alors, il y en a beaucoup qui ont été mis en place entre, je dirais, 2010 et 2015, lors des premières années de la réglementation d'encouragement des gouvernements israéliens, qui payaient en fait à ceux qui installaient un panneau solaire à peu près 4 fois le prix du tarif de l'électricité qu'ils payaient au réseau. Donc, c'était très encourageant et ça permettait un retour sur investissement relativement rapide. Il y a énormément d'agriculteurs qui, à ce moment-là, ont été rapides et ont installé donc des panneaux solaires de production d'électricité sur les toits des étables, des écuries et des serres. Voilà, on en voit beaucoup en Israël. Il y a relativement moins de panneaux qui ont été installés sur le sol, mais il y en a quand même quelques-uns. Les gens qui ont visité le Negev ces derniers temps ont pu voir qu'il y a à côté de Hachalim une double centrale électrique qui en partie fonctionne sur le thermosolaire. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est la fameuse tour qu'on voit de très loin qui illumine à des dizaines de kilomètres le Negev. Et autour de cette tour, il y a à côté du système thermosolaire un système photovoltaïque qui occupe effectivement un terrain important. Alors, il n'y a pas de vrai problème de gêne, enfin si c'est ça la question. On est encore très loin en Israël de la situation dans laquelle les panneaux photovoltaïques gêneraient les cultures. C'est pas du tout, on a plutôt le problème inverse. Comme je l'ai dit, il manque encore beaucoup de panneaux solaires de production d'électricité pour arriver à un pourcentage d'électricité renouvelable auquel on aurait dû parvenir depuis longtemps. Donc c'est un peu ça, si je peux dire, la situation. Donc je pense qu'il n'y a pas là de véritable conflit. Merci beaucoup. Bien, je crois que nous avons fait le tour de toutes les remarques et de toutes les questions. Donc, je voudrais te laisser peut-être 2-3 minutes pour conclure et peut-être donner des perspectives et je reprendrai la parole pour saluer les amis. Oui, alors pour conclure, j'espère avoir fait passer ce message qui n'est pas évident et qu'on a au-delà des problèmes militaires, de politique intérieure, d'Atou Medina, c'est-à-dire le problème du statut de la ou des religions en Israël, les problèmes sociaux, les problèmes économiques en tout genre, les problèmes de santé mélangés aux problèmes économiques que nous avons eus, que nous avons encore après cette année du Covid. Eh bien, il y a aussi en Israël des problèmes à plus long terme qui sont très loin d'être résolus. Et il est absolument évident, d'après les exemples qu'on a dans le monde, que si on veut les résoudre, il faudra une intervention publique très importante. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le budget de l'État en Israël est, comme chacun sait, lourdement grevé par le budget militaire et ça n'est pas prêt de changer. Je veux dire, les menaces qu'il y a sur Israël, c'est plutôt l'Iran, mais pas seulement. Enfin, l'Iran, la Syrie, etc., fait que le budget militaire en Israël continuera d'être très élevé. On ne peut pas compter sur une aide américaine plus importante que l'aide qui est devenue d'ailleurs assez marginale depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, je dirais, le gouvernement israélien, quelle que soit sa couleur politique, aura affaire à des choix très difficiles. Mais je reviens encore une fois, et indépendamment de l'avis qu'on peut avoir sur les idées politiques changeantes d'ailleurs qu'il a eues,
je reviens un peu à ce bon exemple qu'a donné Aric Sharon, qui était beaucoup plus connu par son passé militaire et par donc l'action qu'il a menée pour maîtriser l'intifada, et ensuite l'action totalement différente qu'il a menée avec le retrait de Gaza. Eh bien, il a quand même trouvé le temps et l'énergie, si c'est le cas de le dire, pour mettre un budget pluriannuel sans lequel la situation des transports en Israël serait encore plus catastrophique qu'elle ne l'est. Donc, ça prouve que, si on est obligé d'attendre qu'il y ait de nouveau un Aric Sharon, qui était effectivement une personnalité tout à fait exceptionnelle, pour qu'on ait quelqu'un qui s'en occupe, ben, on a un problème sérieux. Ça c'est sûr. Il est évident que au moins les 2 années prochaines seront occupées à résoudre la situation économique et sociale qui résulte du Covid. Ça va être la priorité du gouvernement quel qu'il soit. J'espère que nous n'aurons pas de complications stratégiques en cours de route, mais ce n'est pas évident. Ce que je tiens quand même à dire, c'est que ces problèmes d'environnement, d'infrastructure, n'oublions quand même pas qu'ils sont communs et je dirais combinés avec nos voisins palestiniens, qu'on le veuille ou non. Et quelle que soit la solution politique qui sera un jour adoptée concernant les territoires, on est totalement imbriqués. Et dans ce domaine-là, il y a une certaine coopération. Avec Gaza, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est le Hamas, mais en tout cas avec les Cisjordanie, il y a une coopération de fait avec l'autorité palestinienne. Elle devra forcément continuer parce que nous nous basons sur les mêmes ressources naturelles. Et je donnerai un seul exemple, peut-être pour conclure, qui montre à quel point nous sommes interreliés. Les ouvriers palestiniens, il y en a une 60 000 environ, qui continuent à travailler en Israël dans le bâtiment, malgré donc les barrières qui ont été apportées à cause du Covid. Et bien, les ouvriers palestiniens ont été depuis 2 semaines vaccinés en masse, parce que tout le monde a bien compris en Israël que s'ils ne l'étaient pas, ils risquaient de détruire l'effet positif de la vaccination. Alors, c'est un exemple très concret, très immédiat, qui montre bien à quel point, dans ces domaines-là, on est totalement dépendant, j'allais dire, nous des voisins et les voisins de nous. Ce qui est d'un certain côté peut-être encourageant, mais de l'autre ne facilite pas la résolution des problèmes. Voilà. Joël, je voudrais vraiment te remercier. On me demande est-ce que le PowerPoint que tu as présenté sera disponible? Oui, absolument, il n'y a pas de problème. Alors voilà, donc si tu me l'envoies, je m'engage à l'envoyer à tous ceux qui s'étaient inscrits. C'est quelqu'un de la famille qui pose la question, c'est Francky. D'accord. Non, mais comme il est de la famille, ce sera gratuit pour lui. D'accord. Pour Mais les autres, il est vraiment de ma famille, c'est-à-dire un donc, degré oui, c'est pour éloigné. ça, c'est ce que je Pour ça, sais. absolument, c'est pour ça. C'est ce que je sais, c'est pour ça. Il oui, le clame de partout depuis quelques jours. Donc. Donc, il aurait dû participer aux élections en Israël, c'est ce que disent les gens qui sont proches d'un politicien. En tout cas, merci beaucoup. Je De pense rien. que ton tour d'horizon était extrêmement précis et en tout cas nous permettra de réfléchir sur une question qui est une vraie question d'avenir, pas comme un certain nombre de questions que cette 4e élection nous ont posées. J'espère en tout cas, premièrement, la première date, c'est mardi, donc j'espère que tous les Israéliens qui sont là vont aller voter mardi, c'est un devoir citoyen. Et comme je dis toujours, même aller mettre un papier blanc dans l'urne, c'est une façon de voter. Ne restez pas chez vous, même s'il fait très très beau. Je ne dis pas ça pour faire râler ceux qui ne sont pas en Israël, mais c'est l'été, puisque nous annonce pratiquement 30 degrés pour mardi, donc ça va être difficile. Mais il faut aller d'abord voter et ensuite on ira pique-niquer. La deuxième chose, c'est que samedi soir prochain, c'est la fête de Pessah, et donc je voudrais souhaiter à tout le monde de bien sortir d'Égypte et de profiter pleinement de cette fête qui est cette fête du printemps et du renouvellement. Donc si on a des élections réussies, plus Pessah, on devrait avoir un vrai renouvellement. C'est absolument génial. Notre série Kaléidoscope continue. Il va y avoir un petit changement à la demande de nos amis de France. Nous avions prévu le dimanche 4 avril une conférence-concert avec Éric Pinceau, mais le 4 avril, c'est encore Pessard en France. Donc, en accord avec Éric Pinceau, on décalera ça au mois de juin pour permettre à tout le monde d'y participer.
Et donc, notre prochain rendez-vous, c'est avec le 11 avril, le dimanche 11 avril, même lieu, même heure. Enfin, on aura changé d'heure, mais a priori, c'est toujours la même heure, avec Sarah Fundo qui nous parlera de génétique en disant « Chérie, j'ai rétréci les risques ». Donc, on parlera de génétique. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Merci à toi, Joël, et merci à tous les amis que je vois sur cet écran. Et ce soir, nous avions une première, puisque nous étions en plus en live sur Facebook. Voilà, donc définitivement, l'outil se précise de plus en plus. Merci beaucoup, à très bientôt. Passez tous de bonnes fêtes. Au revoir. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne fête. Bye. Bye Merci. Ah. Bonne fête. Et ben, mamie s'était connectée. Mamie s'était connectée grâce à qu'elle voit les publicités sur Facebook. Attends, je me suis connectée. Alors, l'intérêt quand les micros sont ouverts, c'est qu'on entend tout. Hein. C'est ça l'intérêt des micros ouverts. Surtout si les micro-Kodesh. Allez. Au revoir tout le monde. Salut Dan. C'est pas fini ou quoi? C'est pas